Donc bonjour à tous, merci de vous installer assez rapidement puisque, comme vous avez pu le constater à la fin de la première table ronde, nous avons un tout petit peu déjà entamé la question de la régulation, les questions de modèle économique. Donc je me présente, je suis Nathalie Sonac, je suis professeure à l'Université de Paris 2, donc je dirige l'Institut français de presse et donc ça fait la deuxième fois et j'en remercie l'équipe donc de la DGMIC et du CSA de me donner l'occasion de modérer une table ronde, donc, en l'occurrence ici sur la radio. Donc, je vais présenter donc, les intervenants de cette table ronde. Je vais m'asseoir à côté de vous, si vous le permettez. Donc, tout d'abord, Jean-Éric Valli. Donc, vous êtes du GU Les Indés, vous avez été animateur, directeur des programmes et de la radio, président de la holding des radios indépendantes et puis secrétaire général du CERTI. Et vous êtes depuis 1992 donc président du GE Les Indés Radio. À votre donc Catherine Sueur, donc vous avez été inspectrice et êtes inspectrice des finances, administrative générale du musée du Louvre, secrétaire générale du groupe Le Monde, et puis depuis un an vous êtes donc la directrice générale du groupe Radio France. Emmanuel Boutrin, vous êtes magistrat de formation, ancien journaliste à Ouest France d'abord, et puis ensuite à Arabi, président de la fréquence Mistral depuis 1989, et président donc, du syndicat national des radios libres, donc le SNRL, depuis 2004, et vous êtes aussi donc membre du CSPLA. Alain Veil, directeur du réseau énergie, attaché de direction de la CLT, administrateur et directeur général donc, du groupe énergie, puis de la régie, vice-président ensuite du directoire de ce même groupe. Vous avez créé Next Radio en 2000, vous avez racheté RMC et puis Radio BFM en 2002. Vous êtes aussi président du groupe Test et du titre d'e-sport. Et enfin, donc, André Gattelin, vous êtes maître de conférence à Sciences Po, directeur de marketing, vous avez été de l'IB en 1996, puis travailleur indépendant en tant que conseiller des associations en 2006, et puis vous êtes donc depuis 2011 sénateur des Hauts-de-Seine. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'être tous les 5 donc, présents à cette table pour une thématique non moins importante que celle du contenu, puisque pour pouvoir disposer de contenu, il faut évidemment les créer, les fabriquer et donc bénéficier de ressources. Alors, l'économie et la régulation de la radio, quelles ressources, quelles évolutions de coûts. Ce que l'on a pu constater, qu'a rappelé Monsieur le Président Schrammeck, c'est ce que l'on constate, donc, c'est le développement d'autres modes d'accès à la radio que l'analogique, qu'il y a évidemment de nouvelles pratiques, beaucoup d'écoutes qui se développent, c'est à peu près 600 000 podcasts par jour. C'est une concurrence accrue puisqu'on a une multiplication des diffuseurs, mais aussi des distributeurs, de nouveaux acteurs qui rentrent sur l'économie, sur le paysage radiophonique en France, ce qui fait une concurrence extrêmement vive sur les contenus, mais évidemment sur les recettes et notamment le marché publicitaire. Et puis le tout dans un contexte économique un peu contraint, si j'ose dire, en tout cas celui des finances publiques pas si évident. Alors j'aimerais qu'on puisse, pour cette table ronde qui est extrêmement riche, comme on peut le constater avec des thématiques qui sont extrêmement importantes, lourdes de sens et intéressantes évidemment pour l'économie du secteur dans son ensemble et des médias dans leur ensemble aussi. Peut-être essayer de vous poser 2 séries de questions. Alors je vais faire un petit test, essayer de vous donner 2 fois la parole si c'est possible pour faire circuler comme ça un peu entre vous et puis ensuite on aura bien entendu l'occasion de donner une vingtaine de minutes la parole à la salle. Donc une première série de questions qui concernerait en fait l'équilibre des différents modèles économiques parce que la richesse du paysage radiophonique, il est aussi dans la richesse des modèles économiques. On n'a pas simplement des chaînes privées, on n'a pas que des associatives, on n'a pas qu'un seul grand groupe radio de public, on a évidemment un ensemble qui coexiste les uns avec les autres et qui, du coup, par moment, et on approchera la question des catégorisations, peut se retrouver sur certains points, évidemment, en concurrence, puisque lorsqu'on est un consommateur, un auditeur de radio, on ne se pose pas toujours la question si on écoute du public ou du privé, mais tout simplement de la musique, des contenus qui nous plaisent. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour cette première série de questions, les difficultés rencontrées selon
donc votre modèle économique, les pistes que vous essayez de trouver, et je sais que vous en avez tous en tête, pour aller chercher de nouvelles sources et puis pour diversifier votre activité. Et puis enfin, bien entendu, quand on parle de recettes, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'il faut qu'on couvre évidemment ses coûts, et donc quels sont les coûts importants que vous devez assumer et couvrir. Alors, je vais essayer de faire tourner la parole et peut-être commencer à la différence de tout à l'heure pour que puisse l'impression que ce soit bien équilibré aux assises de la radio et que tout le monde soit entendu. Monsieur Boutrin, peut-être, je vous en prie. Bonjour à tous, toutes et tous. Alors c'est vrai, vous avez raison, c'est incroyable quand même, et le président Schrammeck l'a très bien souligné, cette diversité extraordinaire du paysage radiophonique. Vous le savez, on le répète sans arrêt, mais c'est bien de le dire à nouveau. C'est quelque chose qu'on nous envie partout dans le monde. Il y a très peu d'exemples sur lesquels il y a autant de diversité entre radios éditeurs de proximité, éditeurs nationaux, éditeurs thématiques, réseaux, services publics, avec une extraordinaire diversité du service public. Et c'est quelque chose qui, je le crois, et je pense que c'est ce qui nous rassemble ici, nous devons préserver, nous devons même augmenter en termes de modèles économiques, sur les grands cadres de ces modèles économiques, et notamment sur la question de la régulation. En ce qui nous concerne, nous sommes, et je crois que nous le sommes tous, attachés à la loi qui nous a fait naître, hein, qui est celle de 86, même si antérieurement, et nombreux sont parmi vous les personnes qui ont contribué à cette naissance à la fin des années 70, même si nous sommes nombreux à avoir connu un cadre réglementaire moins on va dire, plus flou et plus confus. Mais 84 et puis 86, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et notamment en ce qui nous concerne, nous, radio associative, l'article 29 et l'article 80, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est ce qui fait le fondement de cette diversité et en ce qui nous concerne, en tout cas, du pluralisme externe. Et ça, c'est assez extraordinaire et je pense qu'il faut qu'on s'y arrête un petit peu. Vous le savez que chacun d'entre nous, ici, éditeur, bénéficie de base de notre modèle économique, né au début, à la fin des années 70, au début, enfin, et en 81 finalement, c'est la gratuité de la ressource hertzienne, et c'est une question qu'il faut aborder de manière, j'allais dire, sans tabou. On a tendance à l'oublier, mais cette gratuité, nous l'avons revendiquée, nous en tout cas, Radio Libre au début, et chacun d'entre nous ici, en tant que radio libre, au début de nos modèles économiques. Et c'est quelque chose dont aujourd'hui tous bénéficient, tous, sans exception. De cette gratuité est née évidemment, et c'est tout à fait normal, de par la volonté du législateur, et vous le savez, toute une série d'obligations, de droits bien sûr, mais également de devoirs. Et nous avons tous, du fait du travail, de la vigilance et du Conseil du régulateur, du Conseil supérieur de l'audiovisuel aujourd'hui, mais nous avons tous été d'accord pour le renforcement de son travail. Donc, nous avons tous bénéficié, encore une fois, de ce type de modèle économique. La régulation ne va pas donc sans mission et une mission sans cahier des charges. Alors, je ferai rapidement un focus sur celui des 650 éditeurs de services associatifs sur les 850 ou 880 éditeurs de services. Ce cahier des charges nous donne des obligations, et ces obligations de service public de proximité, j'allais dire, ou de service au public de proximité, nous conduit à avoir toute une série de contraintes en termes de contenu. Et je remercie infiniment le président de la CNRA tout à l'heure d'avoir décrit précisément ce travail extraordinaire que font les radios associatives sur le terrain. Il y a, j'allais dire, plus de 600 radios associatives et plus de 600 modèles de radios associatives, mais toutes sur le fait qu'elles doivent répondre à une mission de service au public et au service des auditrices et des auditeurs, comme d'ailleurs tout le monde ici, nous sommes
tout à fait d'accord. Alors, pour en terminer sur cette première intervention, nous, notre modèle est assis, en contrepartie de cette gratuité, de la gratuité qui nous est offerte à tous, à un fonds de soutien qui a d'abord été alimenté par la publicité sur les services audiovisuels, une infime partie de la publicité sur les services audiovisuels, et qui aujourd'hui est budgété dans le cadre du budget du ministère de la Culture et de la Communication. Et à ce titre, d'ailleurs, j'engage les parlementaires ici présents et présents dans la salle à être extrêmement vigilants sur la loi de finances rectificative 2013, d'une part, et la loi de finances 2014, sur ce fonds de soutien à l'expression radiophonique dont, finalement, nous avons tous besoin, puisque dans le cadre des grands équilibres, et notamment des catégories de radio, qu'il faut peut-être faire évoluer, la question n'est pas là, mais qui fondent le principe de la diversité, du pluralisme externe, eh bien, nous avons besoin de maintenir ces catégories avec donc des différences de modèle économique, et notamment le nôtre, qui est celui d'une aide publique réglementaire, qui, même si elle ne fait pas la totalité du budget de chacun de nos éditeurs, est quand même relativement significatif. C'est le starter, c'est le sang de la fonction des radios associatives, telle qu'on vous l'a décrit tout à l'heure. Mais la question n'est pas seulement celle des radios associatives, c'est celle de la réussite, de la mutation du média radiophonique, comme les précédents intervenants ont commencé et l'ont abordé sur les thèmes de contenu. La réussite de cette mutation demande à nouveau une mutation des modèles économiques, des ressources financières. Nous y sommes tout à fait ouverts. J'espère qu'au terme de cette journée, et notamment au terme de la 3e table ronde, nous pourrons ensemble définir quels peuvent être les grands axes d'une mutation raisonnée, notamment sur la question de la radio numérique terrestre, mais en maintenant la diversité externe, comme disait Mariam Saïli tout à l'heure, de manière très juste, le pluralisme externe, dont a fait état le président Schramek. Et ce pluralisme externe, c'est vraiment le fondement de la richesse du paysage radiophonique dans ce pays que partout dans le monde, on nous envie, je le répète. D'accord, merci beaucoup. Catherine Sueur, bonjour. Donc sur les difficultés rencontrées, les pistes de diversification ouvertes, et puis aussi peut-être des évolutions de coûts que vous avez Alors c'est sûr rencontrées. En termes de modèle économique, Radio France est évidemment très particulière, puisque nous sommes financés à 90% par la contribution à l'audiovisuel public, ce qui nous différencie, je pense, de la totalité d'entre vous. Radio France, cela étant, comme toutes les entreprises publiques et comme tous les services publics, participe à l'effort de redressement des finances publiques. Et effectivement, nous avons vu les ressources publiques allouées à Radio France diminuer légèrement l'an dernier et cette année, et dans une trajectoire qui va se poursuivre, même si l'actionnaire nous soutient. Donc effectivement, dans ce contexte, ce que nous essayons de faire à Radio France, c'est de travailler sur le modèle économique du groupe public et essayer de stabiliser à la fois la recette et à la fois travailler sur les dépenses. Donc, s'agissant des recettes, je vous l'ai dit, Radio France est financée à 90% par la contribution à l'audiovisuel public. Néanmoins, d'autres pistes s'offrent à nous, en particulier si le CSA et la maison des radios, Radio France habite à la maison de la radio qui va réouvrir au public l'an prochain. C'est pour nous une grande opportunité de pouvoir y accueillir, bien sûr, tous nos auditeurs qui, on le sait, aiment voir la radio, pas seulement l'écouter, mais aussi la voir et venir la voir. Et au sein de la maison de la radio, c'est un certain nombre de services au public que nous pouvons développer en termes de boutiques, de restauration, etc., qui nous permettront de développer des ressources propres, comme d'ailleurs c'est le cas dans toutes les entreprises culturelles et établissements culturels publics. Il y a aussi d'autres pistes de diversification sur lesquelles nous travaillons, sur les ressources de diversification telles les éditions, telles les habillages d'antennes, telles Radio France est aussi éditeur de musique. Donc c'est un certain nombre de pistes que nous explorons pour effectivement pallier à la réduction qu'on sait finalement assez durable de la ressource publique.
Et puis, de l'autre côté, il y a un travail à faire sur les coûts. En particulier, on a beaucoup travaillé avec la direction des achats pour optimiser le fonctionnement de Radio France. On continue, bien sûr, c'est un travail de longue haleine. Il y a un chantier sur lequel on a beaucoup travaillé l'an dernier avec la direction technique et la direction des achats, qui sont les coûts de diffusion. Pour Radio France, c'est près de 12% de ses coûts. Et nous avons vraiment souhaité, et à cet égard, je pense que c'est quelque chose que l'ensemble des opérateurs peuvent partager, c'est souhaiter qu'une concurrence s'établisse sur le marché de la diffusion. Et nous avons, grâce à un accord cadre, nous souhaitons vraiment favoriser l'émergence de nouveaux acteurs sur ce marché et permettre de remettre en concurrence tous nos émetteurs. Donc, ce n'est pas la question du nombre des émetteurs, mais qui finalement les opère. Grande question, on y reviendra sur justement qu'est-ce que la diversité et comment ça se mesure. Alors merci beaucoup pour cette présentation succincte mais très claire des deux catégories. On va passer à d'autres catégories, celles-ci, celles qui sont ouvertes sur le marché publicitaire. Alors par exemple, Monsieur Veil, si vous le voulez bien, et puis ensuite Jean-Éric Valli pour les Indés. Écoutez, d'abord, moi je voudrais me réjouir du fait que je crois que le secteur de la radio va dans son ensemble assez bien. Je n'ai pas entendu de discours alarmiste ce matin. C'est un secteur qui est très diversifié, très varié, avec des acteurs qui sont stables, ce qui est le signe d'une bonne santé, parce que c'est vrai qu'on se retrouve, on se connaît tous depuis très longtemps. Ce n'est pas la caractéristique des autres secteurs, donc il faut le souligner. C'est un secteur où il y a finalement un équilibre qui fonctionne assez bien entre les radios commerciales d'une part, le service public qui est assez exemplaire peut-être par rapport à celui de la télévision. Il vit essentiellement de la redevance et finalement ça fonctionne bien. Les programmes sont clairement différents des radios commerciales. La diversité de l'offre est très large. Le service public ne vient pas concurrencer le service privé qui peut se développer de son côté, ou en tout cas à la marge. Donc je pense que c'est assez exemplaire par rapport aux problèmes beaucoup plus cruciaux que peut rencontrer le service public de la télévision. Il y a des radios associatives qui ont une place importante, qu'elles considèrent sans doute insuffisante, mais réelle, utile. C'est vrai qu'on vient tous des radios associatives. En 81, moi j'étais aussi dans une radio associative. Les radios B ont aussi leur utilité localement. Donc sans faire une description angélique de la réalité, c'est quand même un secteur qui va assez bien et qui traverse la crise, évidemment, avec des difficultés, mais en arrivant quand même à tirer son épingle du jeu. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des challenges, des dangers. Pour un groupe comme le nôtre, Next Radio TV, on vient totalement de la radio avec RMC, avec une aventure, c'est vrai, assez improbable, qui a réussi, le redressement de cette radio, qui nous permet aujourd'hui de nous diversifier. C'est indispensable, parce que même si la radio reste un média très puissant, basique, la radio c'est le son, donc c'est la base de la communication, c'est le seul média qu'on peut consommer en faisant autre chose, en conduisant par exemple, ou en menant une autre activité, en faisant du sport. Bref, c'est un média qui est vraiment exceptionnel. C'est pour ça qu'il s'en sort bien. Mais pour une radio généraliste, il y a quand même des challenges. Évidemment, il y a celui d'Internet, qui est un risque, mais aussi une opportunité. Un risque parce qu'aujourd'hui, la première source d'information du public, ça devient les smartphones. Les alertes, on les a aujourd'hui sur les terminaux mobiles. Il y a quelques années, à la fin d'une réunion comme celle-là, en retournant dans sa voiture, on allumait la radio pour savoir ce qui s'était passé pendant les 2 heures de la réunion. Maintenant, on n'attend plus, on l'a tout de suite sur le mobile. Donc nous, il faut qu'on s'adapte à cette réalité. Donc on investit évidemment beaucoup sur Internet. Et une autre réalité pour une radio d'information, c'est l'image. C'est les chaînes d'information qui sont des concurrents pour les radios d'information, parce que les gens veulent maintenant l'image, et ils ont accès à l'image très facilement, et demain encore plus facilement avec la 4G. C'est pour ça qu'on a souhaité aller vers une chaîne d'information, BFM TV. Et puis, il y a aussi des opportunités offertes par la technologie. Denis Oliven en parlait tout à l'heure, c'est la convergence entre la radio et la télévision. Nous, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. La radio doit garder sa spécificité, mais on arrive à faire de la radio-télévision qui n'est pas de la radio filmée. La radio filmée, ça marche marginalement, mais si on veut faire un programme où on retrouve des auditeurs, téléspectateurs régulièrement, il faut une image de très grande qualité, compétitive avec celle des autres chaînes, et il faut en même temps garder
la spontanéité de la radio, c'est ce qu'on essaye de faire avec RMC Découverte, Jean-Jacques Bourdin, ou avec BFM TV. Et pour terminer, 2 choses en matière de modernité indispensables aux médias radio. C'est d'abord l'étude d'audience qui anime ici l'ensemble du secteur, la 126 000 de médiamétrie. Nous, on se bat depuis de longues années pour dire qu'aujourd'hui, si elle reste toujours fiable, elle devient de plus en plus obsolète. Et on peut le comparer au quotidien de notre groupe en comparant avec les audiences télé et les audiences Internet qui sont d'une précision qui n'a rien à voir. Donc on pousse à ce que l'audimétrie soit lancée rapidement, mais pour défendre le média, je ne suis même pas sûr que l'audimétrie sera favorable particulièrement à RMC, on verra. Donc ce n'est pas là-dessus que je parie. Mais par contre, pour l'ensemble du média, il faut un outil qui soit performant. Les outils connectés Internet sont aujourd'hui une réalité. Donc c'est très facile, vous voyez, j'ai un bracelet qui peut demain servir à savoir ce que j'écoute comme radio ou comme télévision. Je peux être dans la salle de bain, je peux prendre ma douche avec. Il est connectable directement au smartphone. Je peux envoyer toutes les informations à médiamétrie. Donc aujourd'hui, c'est facile à faire. Ça se développe partout dans le monde et j'espère donc qu'en France, on le fera rapidement. Et pour conclure cette première partie, je voulais dire qu'en matière législative, pour moderniser le secteur, on attend une évolution en matière de seuil anti-concentration. Là aussi, il faut évidemment respecter des équilibres, mais je constate qu'en télévision, la concentration peut être beaucoup plus forte qu'en radio, puisqu'un groupe peut détenir jusqu'à 7 chaînes nationales, alors qu'en radio, la règle des 150 millions me paraît dépassée pour plein de raisons, notamment des raisons de comptage auxquelles faisait allusion Olivier Schrammeck. Et moi, j'aimerais bien qu'on raisonne aussi en nombre de réseaux, d'une façon ou d'une autre, par rapport à l'ensemble du spectre, par rapport au nombre de réseaux nationaux totaux, pour qu'on trouve une solution qui permette à des groupes comme le nôtre de se développer demain, si des opportunités se présentent, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. D'accord, alors vous faites bien effectivement de faire la transition, mais c'est un tout petit peu tôt. Mais effectivement, c'est la deuxième partie sur la question de la concentration est centrale, puisqu'on abordera véritablement la régulation économique. On finit peut-être ce tour de table avec Jean-Éric Vallis sur les indés et puis le marché publicitaire, vos ressources, les difficultés rencontrées, votre projection dans la diversification de vos ressources et peut-être une évolution aussi de vos coûts dans cette phase de transition vers le numérique. Je vais commencer par les coûts. En fait, c'est très simple sur les coûts. Ils sont plutôt en expansion parce que l'offre est très grande. Les auditeurs sont habitués à beaucoup de qualité et donc ça coûte beaucoup plus cher pour faire aujourd'hui des radios que ça ne coûtait hier. Sur le plan des recettes, nos recettes s'assoient sur un petit peu digital, parce qu'on commence à en commercialiser, et puis la publicité locale et la publicité nationale. La publicité locale et la publicité nationale sont à parité en fait, dans les budgets des radios indépendantes à peu près, avec des variations selon la taille des radios. On ne rencontre pas vraiment de difficultés au présent. Les difficultés sont plutôt à venir parce qu'il y a un très fort développement de l'univers du numérique, parce que l'ancien CSA a aussi fait une régulation très déséquilibrée à l'encontre des radios indépendantes. Et aujourd'hui, on a 15% des fréquences. C'est une situation très dangereuse. Et je trouve que c'est regrettable parce qu'on a senti dans ce débat depuis ce matin qu'en fait, on s'épaule un peu les radios les unes les autres. Il y a une espèce de parcours, il y a une complémentarité. On ne peut pas construire le monde de la radio au détriment d'un des acteurs de la radio. Et avec 15% des fréquences, je pense que c'est le cas aujourd'hui. Et c'est dangereux aussi parce que nous avons un univers en face de nous qui est en vérité l'univers Internet. On sera armé face à l'univers Internet, non pas s'il y a un master group au détour d'une évolution du seuil anticoncentration qui se dégage. Il sera master de rien du tout face au monde Internet. Donc nous, on compte beaucoup, et j'étais très attentif au discours de M. Schrammeck parce qu'il a mis beaucoup d'idées, beaucoup d'ouverture, beaucoup d'intelligence dans ses propos, et on a le sentiment qu'il y a la matière à travailler, oui, mais jamais dans la caricature, jamais en ignorant aussi les conséquences sur le voisin. Pour terminer, quand on parle par exemple de l'augmentation du seuil anticoncentration, ça veut dire qu'on prend les fréquences des uns pour les donner aux autres, c'est ça que ça veut dire malheureusement. Alors on y reviendra effectivement, mais donc on a une présentation de ce paysage si diversifié dans ses contenus et dans ses modèles. Peut-être un mot sur ce point-là, Monsieur Gattolin, sur
Oui, Monsieur d'abord, Bimotel. moi, je voudrais, en tant que parlementaire, jeune parlementaire, vous l'avez dit, effectivement, j'ai fait un passage dans les médias, même dans les radios libres, quand c'était illégal, dans les années 70, donc... je suis assez motivé par ce média radio. Et puis, j'ai officié effectivement au journal Libération et j'ai été directeur adjoint d'Ipsos Média pendant de nombreuses années, ce qui fait que je me suis beaucoup occupé d'audience de la radio. Donc, je pense que je suis un parlementaire et par ailleurs chercheur et universitaire en sciences de l'information et de la communication. Donc, j'ai cette chance, et je le dis par rapport à certains de mes collègues, de m'intéresser à la radio. Il y a un vrai, je dirais autant la télévision fascine les politiques et les parlementaires, Internet, effectivement, suscite beaucoup d'inquiétudes et des prises de position. La radio, c'est peut-être une chance, hein, je dirais, pour les opérateurs de radio. Les politiques s'y intéressent relativement peu. En même temps, on est face à des défis. Et je voulais souligner l'importance de l'initiative et la justesse de l'initiative prise par le CSA et par le ministère de la Culture d'organiser ces assises de la radio, parce que généralement, quand on procède à ce type d'opération, c'est que rien ne va plus et que tout est en crise. Non, on l'a vu, nous avons des défis, nous avons la transnationalisation, la déterritorialisation qui a été évoquée par les précédents intervenants, notamment avec Internet, et qui pose la question du périmètre des médias nationaux, la question de la rareté relative je dirais, de la ressource, c'est-à-dire des fréquences, et la question de la RNT. Alors je sais qu'on y reviendra, mais ça fait partie de l'économie. Et nous sommes malgré tout dans un média qui se porte bien. C'est-à-dire qu'on entend, bien sûr, il y a des difficultés, il faut analyser secteur par secteur, opérateur par opérateur, mais enfin c'est quand même le média, entre guillemets, alors je vais peut-être faire hurler, mais le plus favorisé de tous les médias. La presse est moribonde, la presse écrite, et on ne sait plus comment faire. Internet se développe, mais la ressource publicitaire n'est pas là derrière. Donc les groupes investissent, mais sans garantie. Puis quand vous avez une ressource, vous avez une audience, bah, vous avez Google ou des gens du Net qui s'accaparent sur la base des données personnelles votre ressource. C'est d'ailleurs une des grosses inquiétudes, parce que la radio, en évoluant demain, notamment en se numérisant, elle va être captée par des opérateurs comme Google. Moi, j'ai été directeur du marketing et du développement de Libération au moment où on a lancé les sites Internet. On a fait un très beau site qui avait beaucoup d'audience, et puis très vite, les annonceurs sont venus nous dire « mais vous achetez des bandeaux, ça coûte très cher. Nous, on sait exactement, on nous propose de toucher votre public, de savoir ce qu'il consomme, et on vend la pub à votre place. Donc vous n'avez que des coûts et vous n'avez pas la ressource. » Et c'est là la richesse, et je dirais la faiblesse, le talon d'Achille de la publicité. Et je vois mal une radio payante, parce que les habitudes ont été installées, donc on est dans la gratuité du média, et c'est aussi ce qui le rend populaire. Et en même temps, on a cette grosse difficulté, c'est que la ressource demain pourrait être menacée par ces nouvelles logiques. Alors, bien sûr, il y a le financement public, il y a le service public, mais comme vous l'avez dit, il y a aujourd'hui des restrictions, et au Sénat, on est en pleine projet de loi budgétaire 2014, et je peux vous dire, on ne s'amuse pas. Hein. C'est-à-dire qu'on se fait disputer à juste titre par le ministre des Finances, parce que là, en 2 jours, on a rajouté 11 milliards de dépenses, parce que tout est important. Donc c'est vrai que les médias souffrent. Mais je dis, hein, pensons au fait quand même que la radio a aussi ses possibilités, sa richesse. Et je crois qu'au-delà de l'augmentation de l'offre de fréquences, parce qu'on ne peut pas rester dans un système fermé où tous les acteurs établis conserveraient leurs acquis, c'est quand même un petit peu ce qui se passe depuis quelques années. Donc la demande et la revendication autour de la RNT est extrêmement importante, parce qu'on voit que ceux qui sont contre la RNT, qui disent « attendez, ça va faire des coûts supplémentaires de diffusion », redoutent surtout de nouvelles concurrences. Parce que quand on regarde la diffusion de la RNT, à terme, elle est moins chère que la diffusion hertzienne. Donc on est passé en télévision assez facilement de l'hertzien au numérique terrestre. Là, on a encore des grosses stations qui disent hein, des grandes stations indépendantes, qui disent qu'encore 20% de leur audience est assurée par les grandes ondes. 30 ans après le passage sur la FM, je pense qu'à un moment, il faut se poser la question de savoir s'il ne faut pas couper les grandes ondes pour que le monde évolue. Et à un moment, il faudra peut-être retirer la FM si on veut que les gens passent à la RNT. Enfin, je dis des choses un peu provocatrices, mais c'est pour se projeter un tout petit peu plus loin. Alors, plusieurs questions ont été posées concernant effectivement les radios. Oui, le fonds de soutien
à l'expression radiophonique est importante. Moi, je crois qu'il y a une ressource, et d'ailleurs, c'était l'objet d'un amendement adopté au Sénat vendredi soir, on ne sait pas s'il survivra, mais c'est de poser des droits de mutation sur les reventes des fréquences. Parce qu'aujourd'hui, quand une station se voit attribuer une fréquence, elle l'a pour 15 ans, elle est pratiquement aussitôt reconduite, sauf grave problème, et ça c'est un souci, c'est un bien public. Donc la revente et la plus-value qui est opérée par quelqu'un qui possède une fréquence et qui la revendrait est parfois supérieure à tout ce qu'il a produit en termes de valeur au cours de sa période d'émission. Et là, je pense que c'est une ressource pour aider le secteur associatif, parce que c'est effectivement celui qui est le moins garanti, le plus fragile, et il faudrait naturellement qu'on ne l'oublie pas, en étant sûr d'avoir aussi des radios associatives qui en sont bien, c'est-à-dire qu'elles aient vraiment leur fonction spécifique de porter un discours, que ce ne soit pas une personne qui fait sa programmation radio et prend la parole de temps en temps. Et c'est vrai que là-dessus, je crois que le CSA, et je suis désolé, je n'ai pas pu entendre le discours d'introduction du président Schramek, mais on l'a auditionné plusieurs fois, il y a une volonté quand même de remettre à plat, de voir les choses. Alors, je ne peux souhaiter que ces assises soient la continuation et le développement de cette assez grande richesse. Je donnerai simplement un exemple. Un groupe multimédia qui va mal, il vend ses magazines, il vend ses chaînes thématiques. La dernière chose, il limite ses investissements sur Internet. La dernière chose qu'il vend, c'est quand même ses radios. Donc ça veut bien dire quelque chose dans l'univers média aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup, merci à tous sur cette question de modèle économique qui nous conduit inévitablement, inexorablement vers la question de la régulation, mais la régulation économique. Alors plusieurs questions me viennent, évidemment tout autour des perspectives, dont des réflexions autour des perspectives pour dégager de la ressource. Est-ce qu'au fond c'est véritablement encore une possibilité où on est au bout du FM+. La question de la fluidité, alors vous venez de l'aborder un peu, Monsieur Gattolin, de fluidité des catégories de radio, le fait d'avoir comme ça instauré donc 5 catégories de A, B, C, D, E, on constate dans l'évolution, et c'était une évidence, que les radios allaient passer d'une catégorie à une autre, tout simplement parce qu'elles évoluent, parce qu'elles ont une audience qui s'élargit, parce qu'elles ont peut-être une plus grosse capacité à récupérer de la publicité, qu'on peut basculer du local vers le national et réciproquement. Donc cette question peut-être de la catégorisation, voire de la fluidité dans les catégories, me semble importante. Et puis évidemment, la question de la concentration, qui est toujours extrêmement complexe, quel que soit le média, dans la mesure où il faut marcher sur 2 pieds, et que d'un côté, on a très envie et très nécessaire, et c'est inscrit dans la loi, et heureusement, du maintien de la diversité, et dans le même temps, évidemment, comment maintenir cette diversité, cette multiplicité des opérateurs, tout en ayant des grands groupes solides, construits, et qui soient en capacité de s'adapter dans ce nouvel univers qu'on voit depuis ce matin, extrêmement est devenu concurrentiel. Alors ces questions, peut-être Monsieur Boutrin, sur de fluidité ou pas des catégories, y a-t-il une nécessité ou pas de les élargir ou de les penser différemment dans ce nouveau contexte, ou en tout cas d'y réfléchir pour tendre et mieux s'adapter au nouveau contexte qui vient? Écoutez, il y a quelque chose dans le discours ce matin du président Schramek qui est en effet qui nous interroge et d'une grande pertinence. C'est quand vous dites, Monsieur le Président, renforcer la dimension économique de la régulation. Alors c'est quand même quelque chose de nouveau d'accoler le terme économique au terme régulation. Et pour ma part, je vous en remercie parce que ça ouvre, en tout cas, le champ des discussions, le champ des auditions, on va dire. Et ça nous interpelle tous. Et ça touche bien évidemment à la catégorisation des radios et à leur modèle économique. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose, en tout cas, d'ouvrir ce débat, néanmoins, en prenant garde, si vous le permettez, à garder dans le viseur et dans nos objectifs, car c'est un choix de société, la condition essentielle du pluralisme externe, c'est-à-dire, quand on parle de dimension économique de la régulation, c'est-à-dire également le modèle économique des éditeurs, et donc d'y être attentif,
Eh bien, il faut être attentif également à avoir une vision politique et volontariste du pluralisme externe. Et évidemment, en ce qui me concerne, mais d'autres éditeurs sont là, mais en ce qui me concerne, la préservation des éditeurs de proximité, qu'ils soient d'ailleurs associatifs ou commerciaux. Et ça, c'est une question de volonté politique. Parce que le modèle économique d'une radio associative ou d'un éditeur de catégorie B, comme l'a très bien décrit d'ailleurs Madame Huguette tout à l'heure, c'est en effet quelque chose de fondamental. C'est qu'on est sur une dimension d'entreprise locale qui est une dimension ou un modèle économique stable. C'est-à-dire, contrairement à une opinion largement répandue, y compris au Conseil supérieur de l'audiovisuel, les grands éditeurs, les éditeurs nationaux, ne sont pas les seuls à avoir vocation à être stables ou à avoir une stabilité, à pouvoir conserver leur fréquence et l'exploiter de manière correcte et conforme à leur cahier des charges. Bien sûr, ils ont cette vocation, mais les éditeurs que l'on dit, et j'aime absolument pas ce terme d'ailleurs, si vous le permettez, les plus fragiles, c'est comme quand on parle de difficulté. Non, la difficulté, c'est un défi. Eh bien, la fragilité aussi, c'est un défi. Et le défi, c'est de pouvoir continuer de préserver les emplois et de continuer sa mission, conforme à son cahier des charges. Eh bien, écoutez, si dans le viseur politique du législateur d'une part et du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'autre part, nous gardons le cap du pluralisme externe et notamment des éditeurs de proximité, c'est vrai que cette réflexion nous convient parfaitement. Ça, c'est la question de la dimension économique de la régulation. Et puis, il y a la question, en effet, du seuil anti-concentration qui touche également les catégories de radio. Écoutez, je crois que Énergie l'a dit tout à l'heure, et nous sommes tous à l'avoir dit, il faut réfléchir ensemble à maintenant essayer de faire évoluer les critères de seuil anti-concentration, et notamment, pourquoi pas, d'y intégrer une dimension surfacique, une dimension territoriale, un critère de type territorial. C'est une évidence et nous y sommes, pour notre part, tout à fait favorables, et je vous remercie, Président. Monsieur Valli, sur cette catégorisation, peut-être dans un premier temps, et puis la question, j'imagine, de la concentration aussi. C'est un sujet très délicat parce que c'est difficile de dire aujourd'hui ne touchons à rien, mais il faut faire des choses avec discernement et en n'ayant pas trop d'arrière-pensées, des arrière-pensées qui visent à déterminer d'avance les gagnants. Je ne voudrais pas résumer en fait les radios indépendantes à la catégorie B. Et quelque part, j'amène un petit peu d'eau au moulin de l'évolution, mais dans mes propos, vous l'imaginez, très légère. Les radios indépendantes, aujourd'hui, ce sont des radios locales qui sont restées locales, et puis ce sont des radios régionales, ce sont aussi des radios multirégionales, ce sont des petits groupes de radios régionales, et ce sont des radios qu'on appelle multivilles, qui sont en fait des radios nationales, qui sont en catégorie D, mais qui n'ont pas une couverture très très grande du territoire national. Donc nous, dans notre esprit, et d'ailleurs dans le financement, dans l'économie de cet univers des radios indépendantes, on a bien l'ensemble de toutes ces stations. Et si on retire certaines de ces stations de cet univers, on détruit en fait tout l'univers. Je le disais tout à l'heure, notre financement est pour la moitié sur la publicité locale, mais l'autre moitié sur la publicité nationale. Or, on peut se financer sur la publicité nationale quand on a atteint nationalement une certaine taille critique. Si des décisions visent à réduire cette taille critique, il n'y aura plus de radio indépendante en France. Elle représente aujourd'hui 10 millions d'auditeurs. Selon Médiamétrie, 10 millions de personnes écoutent ces radios tous les jours et 2500 emplois directs. Donc on a réussi quelque chose dans une très grande diversité, et ce matin encore sur les contenus, les différentes parties s'accordaient à dire qu'il y avait beaucoup de diversité dans notre univers de radio indépendante. Donc on a besoin d'être très attentif, de bien réfléchir, et c'est pour ça que nous sommes particulièrement choqués par la médiocrité du pourcentage de fréquences que nous avons, parce que on peut discuter aisément de grandes évolutions macroéconomiques quand on a 60% des fréquences, comme se partagent pratiquement à eux tout seuls les 4 groupes nationaux. Quand on a 15% des fréquences, on n'a pas tellement envie de discuter de grand-chose.
Et c'est dommage. Donc, on veut vraiment qu'il y ait un rattrapage de fréquences. On a imaginé qu'on pouvait, là aussi, d'une manière très loyale, faire un audit de fréquences, parce qu'on estime qu'il y a 1000 fréquences qui peuvent être redistribuées pour rééquilibrer partiellement, et ça ne serait que partiel, l'univers des radios indépendantes. Et pour moi, c'est vraiment un ensemble. On doit savoir s'il y a des fréquences à redonner en FM, parce que c'est notre économie d'aujourd'hui. Oui. On doit ouvrir la radio numérique terrestre, parce que nous allons faire fuir les auditeurs sur Internet. Et je ne suis pas sûr que les marques qui s'estiment aujourd'hui extrêmement fortes, extrêmement puissantes, ne fassent pas une grosse erreur de jugement, parce que dans l'univers Internet, elles sont à peu près aussi naines que les autres. Donc voilà, pour moi, la régulation ne s'arrête pas à se dire « profitons d'un effet d'aubaine, bougeons le seuil anti-concentration, traficotons les catégories, faisons semblant ». C'est pour ça que j'entends beaucoup le mot B dans la bouche de mes concurrents. Faisons semblant de sanctuariser un petit bout, ce petit bout qui ne produira pas d'effet. Il n'y a pas de question de sanctuarisation, il y a une question simplement de dignité, je crois, dans l'attribution des fréquences, dans l'évolution du parc de fréquences, notamment vers la RNT, parce que la RNT, ce sont avant tout des fréquences. Un mot, juste pour dire, juste un dernier détail. On a travaillé, je crois que la plupart d'entre vous le savent, sur une application qui est disponible sur tous les devices et tous les ordinateurs, dans lequel on peut retrouver l'ensemble de nos radios indépendantes. Et là, on s'aperçoit que les radios qu'on qualifie de fragiles, de petites, etc., sont en réalité un très fort potentiel pour notre pays, parce qu'on a sur une seule application 120 stations, accessibles instantanément. C'est une matière en fait, qu'on met à disposition du public, parce que ce sont 120 programmes. Ce ne sont pas des web radios automatiques, ce sont des véritables radios. Donc on s'aperçoit que là aussi, Internet, l'univers digital, renverse un petit peu le miroir. Donc soyons attentifs à ne pas garder des modèles du passé où on a l'impression que les géants, finalement, ne sont peut-être pas ceux qu'on dit. Oui. Mais c'est toujours cette transition et difficulté de transition dont on ne passe pas de l'un à l'autre, mais on accompagne, et effectivement, vous avez raison de... Si on le fait ensemble, on réussira. Si on le fait les uns contre les autres pour gagner des effets d'aubaine, on échouera collectivement face à Internet. D'accord. Monsieur Veil, sur cette question, puis ensuite Monsieur Gattolin, peut-être, sur ces questions de régulation qui sont larges au fond. Elles sont... La régulation, effectivement, ça restera toujours un sujet très important. Concernant le seuil anti-concentration, moi, je crois que c'est assez facile à faire. Il y a des médias nationaux dont l'univers de concurrence dépasse largement l'univers de la radio. C'est la télévision, c'est Internet. Il faut que ces groupes de radio qui sont en catégorie D, qui sont en catégorie E, puissent continuer à se développer. Donc, qu'il y ait une forme de concentration au sein de cette catégorie, je crois que ça ne se fera au détriment d'aucun autre acteur du secteur de la radio. L'idée qui consisterait à faire croire que la concentration ferait que des acteurs de la catégorie E ou C iraient racheter des acteurs de la catégorie B ne correspond pas du tout à la réalité. Il n'y a jamais eu de projet, le communiqué 34 ne le permet pas. Donc ce n'est pas du tout le sujet. L'idée, c'est est-ce que certains réseaux nationaux peuvent se rapprocher un jour si besoin est. Est-ce qu'il y en a là un qui peut en racheter un autre si un grand groupe international décidait de sortir de la radio mondialement? Est-ce que ça peut être une opportunité pour un groupe français? Moi, c'est ces questions-là que je considère comme ouvertes. Deux autres sujets concernant la régulation. C'est Internet. C'est vrai qu'on y a fait allusion, je crois, ce matin. Si le CSA peut regarder dans quelle mesure, le sujet n'est pas facile, il peut intervenir dans l'univers d'Internet à certains moments, ça me paraît intéressant, parce que nous, on a des obligations fortes. Donc si on a des concurrents qui n'ont aucune obligation, c'est déloyal. Alors en même temps, c'est pas facile, mais par exemple, dans l'univers du câble et du satellite, il y a beaucoup de chaînes qui ne sont pas hertziennes et qui sont conventionnées par le CSA. Est-ce que dans cette réflexion-là, on peut imaginer sur Internet des choses assez similaires? Et puis la régulation, c'est aussi éventuellement la radio numérique. Donc c'est le débat de ce soir, mais je vous avais dit que j'en dirais Je vous en prie. 30 secondes, vous m'aviez autorisé. Non, la radio numérique, moi, j'ai rien contre sur le principe. En tout cas, l'IP, ça marche déjà. Donc il faut avancer sur ce sujet-là. L'hertzien, moi, ça me paraît être un peu le bebop de la radio. La radio numérique terrestre, c'est à la radio ce que bebop a été au téléphone mobile. C'est un peu dépassé, je pense. Mais si on peut nous prouver le contraire, pourquoi pas? Mais ça fait 20 ans qu'on essaye, puisque les premiers essais ont eu lieu dans les années 90 à Paris. Tout le monde essaye partout à travers le monde.
On ne peut pas dire que ça marche vraiment, mais si quelqu'un trouve la solution miracle, nous regardera avec bonne foi, parce que la concurrence, on n'en a pas peur. Donc l'idée qui laisserait penser qu'on ne veut pas de la radio numérique terrestre à cause de la concurrence, non, c'est un problème de modèle économique, mais d'autres de mes confrères en parleront beaucoup mieux que moi cet après-midi dans la table ronde qui sera dédiée à ce sujet. Merci beaucoup. Monsieur Gattolin, sur... Je vous en prie. Oui, non, je voulais revenir sur la question parce que, comme on avait dit qu'on abordait la régulation plus Économique, tard, donc sur la question du seuil de concentration, Oui. je crois qu'on est à peu près tous d'accord. D'ailleurs, c'est un seuil de concentration non pas de l'audience réalisée, mais du bassin potentiel. Alors, si les bassins potentiels de population était la réalité de la puissance du média, je pense que Jean Lucas me dirait que certaines de ces stations seraient les rois du pétrole. On peut, donc on a besoin, notamment quand on fait du thématique, qu'on fait de la plus-value, on a besoin d'un bassin très large pour toucher des populations spécifiques. Donc je crois que le seuil de 150 millions anti-concentration est complètement obsolète et ne correspond plus à la réalité. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, on a des seuils sur la possession de nombre de réseaux sur un territoire ou sur un bassin. Moi, je crois que le meilleur critère de seuil, c'est un avis personnel, de seuil anti-concentration, c'est celui qui concerne les régies publicitaires. Je pense qu'on devrait rendre impossible le fait qu'une régie sur un bassin ait plus de 50% des parts de marché. Pourquoi ? Parce que la ressource étant la publicité, on éteint toute véritable concurrence dans cette possibilité-là, dès lors qu'une régie qui regroupe plusieurs décide de faire des offres, de casser des nouveaux entrants dans une zone parce qu'elle est dominante pour pouvoir s'assurer, je dirais, une certaine forme de monopole de la ressource, c'est extrêmement dangereux. Sur les autres aspects de la régulation, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faciliter en termes d'appel à candidature, notamment de réappel à candidature pour les stations qui existent déjà. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un petit peu, c'est un côté courtlinesque. On re-remplit des documents pour une station existante, simplement pour demander une nouvelle fréquence, alors que toutes les données sont déjà en possession des autorités. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des vérifications, mais il faut que ce soit plus simple. Il faut effectivement qu'on ne se cache pas la vue sur la mutabilité des autorisations. Il faut sortir de l'hypocrisie. Là, actuellement, on autorise le rachat de sociétés qui détiennent les fréquences, mais pas les fréquences elles-mêmes. Enfin bon, je trouve que c'est un côté un petit peu, je dirais, compliqué. Et puis, plus généralement, sur la régulation, moi, je crois que le CSA doit avoir de plus larges pouvoirs de régulation. Et dans le sens de ceux qu'ont exprimé le président Schremek, c'est la régulation économique. Moi, je ne demande pas au CSA d'aller faire la censure journalistique ou le contrôle journalistique. Personnellement, et mon groupe politique, puisque je suis écologiste, ça étonnera peut-être un certain nombre de personnes, et membre de la majorité, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une autorégulation accrue dans l'information. Je suis favorable à la création d'un conseil de presse, c'est-à-dire que les éditeurs, les journalistes et les représentants du public s'accordent, et puis après, quand ça ne marche pas, on passe à autre chose. Mais là, aujourd'hui, le CSA a deux possibilités. Il a soit l'arme atomique, c'est-à-dire le retrait de l'autorisation, ce qu'il ne peut pas faire publiquement, socialement, économiquement, parce que c'est le retrait, ou l'admonestation. Entre les deux, il n'y a pas de véritable pouvoir d'amende. Alors, je ne citerai pas une station qui a été quand même brocardée 3 fois pour ses débordements. La seule possibilité de sanction du CSA à ce moment-là, c'est de dire quand cette station-là demande une fréquence nouvelle, c'est de la sucrer au passage. Mais ça ne remet pas en cause ses acquis. Je pense qu'il y a des minima à assurer en termes de régulation économique, de facilitation, et qu'on mette aussi en place, à côté, un vrai travail des acteurs. Je trouve formidable ces assises. J'ai un seul regret, mais c'est très dur à identifier. Il y a tout le monde, il y a tous les acteurs économiques, associatifs. Il n'y a pas le public. Parce qu'en France, le public n'existe pas. Enfin, je me suis battu et j'ai gagné un amendement sur la loi d'indépendance audiovisuelle pour que les téléspectateurs, à travers les associations de consommateurs agréés, puissent entrer dans les conseils d'administration des sociétés nationales de programmes. Mais c'est une révolution. C'est-à-dire, je passe beaucoup de temps au Canada et au Québec. Il n'y a pas un service public ou une fonction de service public où il n'y a pas
une consultation ou une prise en compte des publics. Et je pense qu'on est en France encore de ce point de vue-là archaïque. Donc chacun, moi j'ai des auditeurs, je suis propriétaire de mes auditeurs, donc je vais parler en leur nom. J'ai de très belles études d'audience qui montrent qu'on m'écoute, qu'on m'aime, qu'on m'adore. Mais je pense qu'il faut prendre en compte, alors c'est le cas dans le public, mais je pense aussi dans l'univers privé, moi je serais pour qu'il y ait davantage de concertation. D'accord, merci beaucoup. Catherine Sueur, peut-être rebondissez sur ce point et puis... Sur, la loi effectivement a été Bien modifiée. sûr, Effectivement, les conseils d'administration désormais des entreprises de l'audiovisuel public vont effectivement accueillir des représentants des consommateurs et des auditeurs. Effectivement, nous, c'est une de nos préoccupations constantes, les auditeurs à Radio France. Mais comme je pense vous tous, je ne sais pas si après, les auditeurs sont les mieux à même de faire de la régulation qui appartient évidemment aux régulateurs. Donc après, oui. Après, s'agissant de la régulation, évidemment, Radio France n'a pas tellement de position sur les catégories de radio ni sur le seuil anti-concentration. Mais en revanche, c'est vrai que sur les fréquences, on entend, on est souvent interpellé, effectivement. Donc, tout ce qu'on pourra faire pour, d'un côté, faciliter les attributions de fréquences, de l'autre côté, ne pas laisser penser que le groupe public a des fréquences inutiles parce qu'on n'en a pas. Et si on en avait, on les rendrait. Évidemment, nous serons très allants sur toutes ces démarches. Et on était très sensible évidemment au discours du président Schramek sur qu'il fallait améliorer tout le processus et bien sûr nous y participerons. Et puis après, comme l'a dit Alain Veil, s'agissant de la régulation, on voit bien que le secteur est complètement impacté par le numérique et par ses évolutions et qu'on a aujourd'hui des acteurs qui sont moins régulés que d'autres. Nous, on a évidemment en tant que groupe public une régulation très forte et c'est normal, mais il faut essayer de faire en sorte que tous les acteurs des médias et tous les acteurs radio ou assimilés aient effectivement le même genre de régulation. D'accord. Jean-Éric Valli, Alain Veil, revenir un peu sur justement la mesure de la concentration, l'idée de M. Gattolin de prendre en considération ce marché à deux versants, et c'est-à-dire bien regarder le marché des annonceurs et comment... Est-ce qu'il participe de cette mesure ou pas ? Je crois que le sujet de fond dans la concentration, c'est le réseau de distribution. Quand on veut parler à des auditeurs, on doit avoir des fréquences. Et quelque part, la notion de bassin de population, ça traduit ça. Ça dit que pour un opérateur, on va lui accorder un maximum dans cette direction-là. Et comme on est dans un parc fini de fréquences, ce qu'on accorde de plus à l'un, on le prend à l'autre. Donc nous, on est très sceptiques sur tout ce qui ne toucherait pas à une notion quand même de réseau de distribution, c'est-à-dire de bassin de population, de nombre de fréquences, ce qui fait la réalité. Parce qu'on va pouvoir construire une audience si on a atteint potentiellement un bassin de population grâce à des fréquences. Cette audience va nous permettre d'asseoir des recettes. Donc une qualité de programme, de s'intéresser de très près aux attentes de nos auditeurs, de savoir évoluer dans l'univers du digital, etc. Donc mesurer des questions purement de régie, etc., je pense que c'est un autre... c'est pas vraiment la réponse. D'accord. Monsieur Veil, peut-être revenir sur la question de diversité, de concentration, de pluralisme, peut-être. Peut être un peu plus précis par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. En matière de télévision, un acteur peut avoir à peu près un quart du spectre hertzien, puisqu'on peut avoir 7 chaînes et il y a une trentaine de chaînes publiques et privées TNT. Donc si on applique ce raisonnement à la radio, on pourrait imaginer qu'un groupe de radio puisse contrôler jusqu'à 4-5 réseaux nationaux. Donc voilà, il y a un parallèle, et dans la radio, on a besoin d'avoir un dispositif anti-concentration assez proche de celui de la télévision. Concernant la publicité, la part de marché, il y a des règles, l'abus de position dominante, la position dominante, l'autorité de la concurrence. Donc oui, nationalement, localement, un acteur ne peut pas dépasser une position qui fait que les règles normales de la concurrence ne seraient pas respectées, et le CSA peut jouer un rôle avec l'autorité de la concurrence dans le cadre de développement des différents réseaux pour vérifier que ces règles sont respectées. D'accord. Merci beaucoup. D'autres points ? Non ? Bon, on va peut-être en profiter alors pour donner la parole à la salle. Nous avions promis de laisser le temps, donc nous l'avons. Donc peut-être faire tourner le micro sur toutes ces questions de régulation, de diversité, de quotas, peut-être de fréquences. Questions économiques. Monsieur, oui, c'est juste un micro qui va arriver.
Merci, bonjour à toutes et tous. Donc Franz Cantarano, je dirige la société Onde Numérique qui a été autorisée en début d'année en bande L en tant que distributeur pour le déploiement d'une offre payante de radio dans notre pays. Voilà, donc je voulais juste apporter cet éclairage. C'est vrai qu'on dit très souvent, évidemment, que la radio est gratuite. Et je rassure tout le monde, y compris les professionnels de cette salle, elle va le rester, bien entendu. Nous ne visons que 11% des foyers à maturité, donc c'est une période à peu près de 10 ans. Donc revoyons-nous dans quelques années et faisons le point. Néanmoins, même si la majorité des Français n'est pas prêt à payer aujourd'hui pour de la radio, puisque nous avons à peu près un adulte sur 5 qui est prêt à s'équiper pour s'abonner à un service comme le nôtre, une fois connu évidemment les contours de l'offre. Donc 1 sur 5, ça veut dire aussi que 4 sur 5 ne sont pas prêts à payer. Nous avons à peu près le même cas en télévision. Aujourd'hui, Canal+, c'est un quart des foyers français. Ce qui veut bien dire que 3/4 des foyers français ne sont pas prêts, et d'ailleurs ne le font pas, à s'abonner pour avoir accès à une chaîne télévision. Pour autant, Canal+, enfin la télévision à péage en général, contribue de façon assez significative à l'économie de la télévision. Ce qui n'est pas inintéressant. Il y a également une trace intéressante, je pense, laissée par, en tout cas en télévision, par la télévision payante en termes éditorial, et donc de contribution au poids économique. On espère, avec notre modestie et notre ambition néanmoins, pour pouvoir apporter quelque chose de différent, du coup très complémentaire par rapport au modèle gratuit de la radio. Nous sommes clairement une offre commerciale, par définition. Néanmoins, ne faisant pas de publicité, on est sur un marché distinct de la publicité, nous allons pouvoir nous démarquer aussi d'une logique d'audience et de ciblage publicitaire qui est propre à la radio commerciale, pour rentrer dans un autre modèle qui est celui de l'acquisition et rétention d'abonnés, qui est donc un modèle qui existe aussi. Mais ce faisant, en fait, on va pouvoir avoir un modèle éditorial assez différent de la radio commerciale gratuite, tant dans la partie musicale que dans la partie parlée, où nous allons pouvoir développer et proposer une offre de radio thématique premium qui est difficilement compatible du marché publicitaire, avec une rare exception finalement dans le domaine commercial qui est représentée par Alain Veil ici avec BFM. Mais c'est finalement une exception assez rare, outre évidemment dans le service public, mais qui a son propre modèle économique. Voilà, donc juste cet éclairage, la radio payante en tant que modèle économique, complémentaire sur le plan éditorial, économique et technologique, on pourra éventuellement dire un mot tout à l'heure, par rapport à la radio gratuite, je pense, j'espère, nous portons cette ambition qu'elle puisse apporter quelque chose qui vienne stimuler aussi l'offre et donc la demande future de la radio, de façon à ce que le média, dans sa diversité, dans son pluralisme, dans sa portée sociale aussi aujourd'hui, puisse subsister dans un modèle qui nous est cher, qui est celui de la régulation du CSA. Merci. Merci beaucoup. Donc arrivée potentielle déjà présence d'un nouvel acteur et donc d'un nouveau modèle économique. Peut-être d'autres questions sur la question de la régulation? Un micro là. Oui, bonjour à tous. Didier Maisto, Sud Radio. Juste, plus qu'une question, une petite précision peut-être pour le sénateur Gattolin. C'est vrai que le souci du public, on l'a quand même. Hein, parce que c'est nos auditeurs, c'est notre modèle économique. Donc, même si on n'en fait pas des tonnes, si on n'a pas de public, il n'y a plus de modèle, il n'y a plus de radio. Simplement, peut-être une petite précision sur la régulation et la sanction. Le président Schramek le sait très bien d'ailleurs. Une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise donc au Conseil constitutionnel pour justement sortir de cette confusion de pensée entre le régulateur et le censeur, ou l'organisme qui va devoir sanctionner. Parce que on ne peut pas être jugé parti. Ça a été fait dans d'autres autorités administratives, d'autres organismes. Et il me semble qu'au niveau du droit et de la démocratie, et du caractère incontestable des sanctions et des décisions, c'est une avancée. Merci beaucoup. Une question, monsieur qui... Voilà, merci beaucoup. Merci André Goron, je préside le comité du fonds de soutien aux radios associatives et je suis ancien membre du collège du CSA du temps du président Boutet. Je voudrais revenir sur le modèle économique des radios associatives. On n'est évidemment pas concerné par les problèmes de concentration, mais dans un paysage dont Alain Veil disait qu'il se portait bien,
les radios associatives, c'est un secteur, je dirais, fragile. L'équation qu'il faut résoudre, elle est à 3 facteurs. D'une part, le CSA autorise tous les ans, ce qui est bien, puisque ça participe de la diversité, de nouveaux services, 10 par an sur 650 services, 680 services autorisés. Les coûts des radios, malheureusement, comme les coûts de toutes les radios, augmentent. Et le budget du fonds de soutien, qui assure une part importante du financement des radios associatives, puisqu'elles n'ont que 3 sources de financement, la publicité limitée à 20%, les soutiens des subventions des collectivités territoriales et le fonds de soutien. Le fonds de soutien, c'est un petit budget, 29 millions en 2013, 28,8 donc en diminution en 2014, ce qui veut dire qu'avec des coûts en augmentation, un nombre de services autorisés en augmentation, nous avons un budget en diminution. Donc je comprends que les radios associatives, j'étais au congrès du CNRA vendredi dernier, soient inquiètes quant à leur avenir. On peut sans doute faire des économies sur la diffusion, tout le monde s'interroge sur le numérique. Il faudra peut-être les aider à les installer en termes d'équipement, mais je pense qu'il y a une interrogation qu'il faut avoir collectivement sur le développement des radios associatives. Je sais que les élus y sont très attachés, car ça participe du tissu local et de la démocratie locale, et donc je ne pense pas qu'on puisse se dire que demain on va voir des radios associatives disparaître, comme on voit des usines se fermer. Donc je attire l'attention. Je voudrais qu'à l'issue de ces assises, peut-être, on ait une réflexion au-delà du décret qui est en préparation, qui va faire des améliorations marginales, avoir une vraie réflexion de fond avec le CSA, avec le ministère, sur l'avenir des radios associatives. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bertrand, vous voulez dire un mot? Non ? Merci, Président, pour votre intervention. Nous savons à quel point vous êtes attaché au développement des radios associatives. Il est tout à fait exact que le modèle économique des radios associatives est assis, pour une part significative et parfois essentielle pour certaines d'entre elles, sur ce fonds de soutien. Et en effet, tous les acteurs de l'audiovisuel, mais également la puissance publique et le législateur, doivent s'interroger incontestablement à l'aube d'une mutation et de la diffusion numérique que nous appelons de nos voeux, sur le renforcement de ce dispositif d'une manière ou d'une autre. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît, madame? Merci. Madame Huguette, donc, puisque j'ai été baptisée ainsi. Alors moi, je me pose quelques questions. La première, d'où viennent les fonds du fonds de soutien? Première question. Deuxième question, qu'en est-il de la SACEM, des contributions SACEM pour les radios associatives? Attention, je ne suis pas du tout polémique, hein, ce sont des questions bêtes et non méchantes. Troisièmement, pour revenir sur la régulation économique, nous savons que Radio France, et je répète et j'insiste, je ne suis pas polémique, il y a un droit de préemption sur certaines fréquences et il y a parfois multiplicité de ces fréquences très voisines. Or, pour rebondir sur la portée économique et le manque à gagner des radios que je représente au CIRTI, c'est-à-dire les radios indépendantes. Moi, je voudrais qu'on se penche, d'une part, pour faire une synthèse de ce que je viens de dire, d'une part, sur certaines radios qui ne respectent pas leurs conventions, qui n'émettent pas ou peu, qui ont de la musique en continu, sans animateur, et qui ont pourtant signé une convention avec les CTR, les CSA et le CSA, en haut. Et d'autre part, ça ferait des fréquences, peut-être, si les gens n'ont pas la possibilité d'assumer leurs charges. Ce n'est pas du tout pour leur confisquer cette fréquence. La deuxième chose, qui concerne Radio France, je donne un exemple concret.
En Aquitaine et en Gironde particulièrement, il existe une manifestation estivale qui regroupe 600 manifestations, 600 acteurs qui font peu ou prou des choses, des groupes, etc., etc. Or, lorsque nous nous informons, ils ont donc, on va dire, un accord avec Radio France, qui est un partenaire, on va dire, institutionnel, si on peut l'appeler ainsi. Et sur le prétexte de ce partenariat, nous, les radios indépendantes, où qu'elles soient, nous avons la route barrée sous prétexte d'exclusivité. Lorsqu'on s'adresse à un village qui fait une fête au vin, ou bien quelqu'un qui fait un défilé sur la Garonne, on ne peut pas en parler parce qu'il y a exclusivité. Alors, nous, c'est notre fond de caisse, ça. Lorsqu'il y a une fête sur les bords de Garonne avec des canoës, etc., on va voir l'organisateur, on lui dit, allez, pour 200, 300, 500 euros, peu importe les chiffres, on va vous faire de la pub, puisque c'est notre seule ressource, et on va parler de vous, et on va faire des interviews, et on va être présent, et on va mettre un podium. Et on nous répond, non, il y a exclusivité. Exclusivité sur le visuel, c'est-à-dire les logos, etc. Pas question de mettre des banderoles. On m'a même arraché souvent des banderoles parce qu'elles étaient présentes sur des stades. Et qu'est-ce que l'on peut faire pour cela? Pourquoi priver les organisateurs d'une pluralité d'informations qui regrouperaient les radios de catégorie A, les radios B, les radios Radio France, etc. Pourquoi couper l'organisateur de cette multiplicité de supports qui ne pourraient que lui être bénéfiques? Merci beaucoup pour votre question. Peut-être M. Bousserin et puis ensuite Catherine Sueur pour... J'ai une réponse extrêmement rapide pour Madame Huguette, mais qui va nous éclairer sur une façon de travailler. C'est vrai que la question de la concurrence avec le groupe Radio France sur les territoires et pour les éditeurs de catégorie A et B, quelque chose de fondamental. Vous avez tout à fait raison. Et c'est lié également, d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé, Madame, au succès ou à l'insuccès de l'économie de l'entreprise concernée. Pour notre part, les radios associatives, la CNRA et le SNRL, nous avons entamé il y a 3 ans et demi maintenant, nous avons choisi d'entamer un processus qui n'a pas été facile sur un accord qui est une charte de bonne conduite que nous avons signée, me semble-t-il, en juin 2012 avec Jean-Luc Hess et qui finalement, tant bien que mal, autant que faire se peut, avec souvent beaucoup de bonne volonté, parfois des difficultés surmontables, nous avons trouvé les voies de compromis sur les questions de couverture d'événements culturels, sportifs, ou commerciaux, locaux. Et je crois que c'est cette voie-là qui est intéressante. L'objet même n'est pas forcément intéressant, même si ça répond à votre question. Oui, il y a des solutions, mais ce qui est intéressant, c'est que des éditeurs de cultures différentes, de surfaces différentes, de modèles différents et d'objectifs différents arrivent, par la voie de leur organisation professionnelle, par la voie de leur président, à trouver des voies d'un compromis. Et le compromis, c'est bien plus difficile que de râler. Je peux vous dire que ce n'est pas avec le compromis qu'on obtient le maximum de suffrages immédiats. Par contre, c'est avec le compromis qu'on obtient les résultats pour nos entreprises réciproques. Et nous avons donc trouvé le chemin, et merci Monsieur le Président, nous avons trouvé le chemin d'un compromis acceptable, et 2 fois par an, une commission se réunit et résout chacun des problèmes que nous rencontrons sur les territoires. C'est ce que nous avons appelé la charte de bonne entente entre les radios associatives et le groupe Radio France. Tout a été dit, d'accord. Jean-Éric Vallier, alors, pardon. Moi, je suis un peu surpris qu'il faille une charte pour respecter la loi, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, on a droit à l'accès à l'information. Et Radio France n'est pas censée vendre de la publicité locale. Or, Radio France, par ses stations décentralisées, vend régulièrement de la publicité locale et fait régulièrement un blocus, mais assez inimaginable que j'ai jamais vu dans le domaine du privé, en matière d'accès à l'information. La charte, je l'ai lue. Je vous invite à la lire, parce que
elle est très sympathique, Radio France ne reconnaît rien, et en fait ne s'engage pas à grand-chose. Si par contre ça a pu rassurer tout le monde et que finalement Radio France a mis un peu d'eau dans son vin et que les radios associatives en sont satisfaites, tant mieux pour elles. Mais nous, en tout cas, on est confrontés à des problèmes récurrents. Je pense d'ailleurs à une tournée de concerts qu'on a fait l'an dernier, dont on était partenaire et où France Bleu nous a interdit l'accès dans une ville. Il y a un état d'esprit étrange et c'est dommage parce que c'est un grand succès que ces stations décentralisées. Ce n'était pas le cas dans le passé. Et j'ai du mal à comprendre en fait cette attitude. J'ai l'impression qu'on se trompe un peu. On devient des sortes d'adversaires où on n'a pas vraiment à être. Mais la réalité, c'est ça. Donc voilà, pourquoi une charte pour des choses tout à fait légales? Ça m'interroge. D'accord. Donc nous restons interrogés. Je vous en prie. Allô? Bien. Excusez-moi de revenir. Hervé Dujardin, président de la Confédération nationale des radios associatives. Effectivement, la charte, c'est un bout de papier, mais ça a permis en tout cas de discuter, de se comprendre et de savoir et de travailler ensemble. Voilà, et localement, ça résout parfois des tensions. Simplement, revenir sur l'idée qui était évoquée du contrôle. Sachez que la Confédération nationale des radios associatives, avec le CSA, avec la DGMIC, travaille également sur cette idée de contrôle de l'utilisation des fonds publics qui nous sont accordés via le FSER. Et je remercie le président André Goron, de tout à l'heure, son intervention. Voilà, fonds de soutien. Voilà, et on a là un président qui nous soutient et ça fait du bien. Simplement, également vous dire que sur les questions de transformation d'avenir et d'économie, on s'aperçoit également, et ça c'est la pratique qui fait ça, que nos associations évoluent et que l'on se pose la question également aujourd'hui de la mutation, parce que le secteur associatif est en pleine mutation, qu'il existe quelque chose, monsieur le sénateur, que vous devez connaître, qui est l'économie sociale et solidaire, qui a été initié par quelqu'un de la région que je connais bien, Guy Asquette, depuis le temps, et qui a fait son chemin, mais quand même qui avait lancé quelques préceptes. On se pose aujourd'hui la question de l'autorisation en catégorie A, peut-être, de projets portés par des SIC qui pourraient également intégrer des collèges auditeurs. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, sont des pistes aujourd'hui nécessaires à la réflexion, à l'évolution du paysage radiophonique. Merci beaucoup. Des questions devant monsieur et puis ensuite monsieur. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, Michel Cacot, président du bureau de la radio. D'abord, je voudrais dire que nous participons bien évidemment au fonds de soutien et que nous participons également à la commission d'attribution et que cette commission d'attribution fonctionne plutôt bien et que franchement, il n'y a pas de problème majeur. Maintenant, c'est vrai que en ce qui nous concerne, je voulais vous donner des chiffres puisqu'on parle d'économie. Et d'abord, nous nous félicitons que le CSA traite le problème économique et certainement qu'un certain nombre de travaux qui ont été engagés sur les évolutions technologiques, si elles avaient été abordées avec l'angle économique, auraient sans doute évolué différemment. Vous donnez un chiffre, la radio fait à peu près 840 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2012. Elle en faisait en 2005 740. Donc je voudrais tempérer, parce que c'est vrai que nous nous portons bien, que nous ne sommes pas en effondrement par rapport à d'autres médias. D'autres médias comme la presse sont en effondrement, bien évidemment, mais la radio n'est pas non plus... voilà, on fait beaucoup moins que ce que nous faisions précédemment. Donc ça, c'est un point très important pour nous. Ensuite, je voudrais attirer l'attention. Alors, le CSA, bien évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de juristes, devrait sans doute consolider sa compétence économique, mais vous l'avez revendiqué, Président, donc je pense que vous mettrez les moyens en œuvre, puisque vous avez un budget de 50 millions qui devrait quand même vous permettre de mettre en œuvre cette dimension économique. L'autre point, je suis également à la commission de la Haute Autorité de régulation de la publicité, et je souhaiterais attirer l'attention du législateur sur la nécessité de prendre en compte la radio d'une manière spécifique. Nous sommes souvent associés à la télévision, quasi systématiquement. Alors bon, c'est mon dada, vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, mais notamment sur les mentions obligatoires. C'est vrai qu'en télévision, vous avez le défilant que personne ne lit, soyons honnêtes, hein, ça défile à 200 à l'heure, alors qu'en radio, vous avez un espace-temps qui est incompressible et qui ne vous permet pas de diffuser des mentions obligatoires, ou alors ça prend la totalité du message. Donc je crois que le législateur doit prendre en compte cette spécificité du média,
dans les régulations à venir, mais également dans la régulation actuelle. D'ailleurs, nous avons demandé, dans le cadre de la loi, que cette prise en compte soit faite, comme elle l'est faite d'ailleurs à l'échelon européen. Voilà, mais c'est surtout, Président Schramek, notre satisfaction de vous voir prendre, quelles que soient les revendications de chaque, même si la puissance publique pourrait faire un peu plus d'efforts pour l'associatif. Nous, on ne peut pas plus parce qu'on a notre chiffre d'affaires qui descend, mais de prendre cette dimension économique qui peut d'ailleurs solutionner beaucoup de conflits. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et trop souvent, la législation se fait de manière globale. Alors, il faut avoir une vision globale des équilibres, mais je crois ici, et maintenant c'est à la mode, quand je disais ça il y a 10 ans en tant qu'écologiste, je dis qu'il faut penser en termes d'écosystème, c'est-à-dire c'est des territoires, des biotopes avec une biocénose, et tous les acteurs doivent pouvoir cohabiter sans que l'un écrase l'autre avec ses diversités. Et typiquement, pas plus tard que vendredi, moi j'avais fait un amendement spécifique pour la radio, spécifique pour la télévision concernant les droits de mutation des fréquences. Et bien l'amendement qui est passé, c'est celui qui mélange tout. Et je dis ça malheureusement, et c'est un souci parce que c'est un autre aspect. Les parlementaires, le législateur connaît mal ce média radio. Quand je disais que c'est un média en bonne santé, c'est qu'il ne subit pas non plus les crises et les avanies financières, économiques des autres médias, parce que tout le monde dit Internet, c'est formidable. J'arrive pas à trouver de modèle économique qui fonctionne vraiment en dehors de ceux qui s'accaparent les contenus, c'est-à-dire qui ne produisent pas, mais qui établissent le contact et qui le valorisent et le vendent sur le dos de ceux qui le produisent. Donc, je dirais, on est quand même dans un univers qui a ses chances, mais qui malheureusement est trop peu connu. Et puis, un autre chiffre quand même, je pense que la radio n'a pas fini son potentiel de développement. En France, aujourd'hui, on est à peu près à 80% d'audience cumulée jour pour la radio. C'est pas mal, mais en Grande-Bretagne, on est à 90%. Et pourtant, il y a la télévision du matin. Alors, je ne vous parle pas de l'Italie. On a une offre qui est beaucoup plus diversifiée et importante en France. En Italie, on a énormément de stations. Il y a une uniformité, d'une manière générale, de la FM qui est abominable. La Grande-Bretagne a moins d'offres, mais il y a beaucoup plus de spécifications des programmes, ce qui fait qu'elle couvre un univers beaucoup plus large. Et je pense qu'à chaque fois, il est important, il se trouve que j'ai fait de la politique ailleurs qu'en France, donc j'ai pas mal voyagé, et j'aime bien comparer, parce qu'à chaque fois, on me dit, dans une situation donnée, mais c'est impossible, notre secteur, ou même je dirais les pouvoirs publics. Monsieur le sénateur, on ne peut pas le faire. Puis on se rend compte qu'on peut très bien le faire. Et donc, il est important de regarder comment nos voisins gèrent les choses. Et je crois que la radio, et c'est important qu'il y ait un instrument global de valorisation de la radio, mais ne parle pas encore assez en tant que média. Il y a une chance extraordinaire, vous prenez les études d'image de la Sofres, ah oui, alors c'est celui dans lequel on a le plus confiance. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers, je sais bien que vous ne le faites pas, mais je crois que la radio a encore un potentiel énorme parce que Alain Veil l'a rappelé tout à l'heure, c'est un média souple, réactif, qui permet une autre activité. Vous ne pouvez pas travailler et puis regarder la télévision, ou alors vous faites l'un ou l'autre. Vous pouvez écouter la radio et mener d'autres activités. Et ça, pour moi, et c'est à titre personnel, mais en tant que politique, je préfère aller faire de la radio. Plus de temps, plus de réactivité, pas besoin de se regarder dans la glace, et puis une capacité de liberté d'expression qui est plus grande. Et je pense que pour tous les intervenants, y compris pour ceux qui écoutent, c'est une richesse qu'on oublie de mettre en avant. Vous le savez, mais on ne le dit pas assez. Merci. Alain Veil. Oui, je voulais juste, pour être dans le vif du sujet, rebondir sur ce que disait Michel Cacot sur les mentions légales, parce que là, on est vraiment dans un sujet très précis, mais c'est vrai que c'est le reflet parfois des réglementations tatillonnes et très théoriques qui ne correspondent pas du tout à une réalité qu'on peut mettre en place en France. On a effectivement des textes qui doivent être lus dès qu'il s'agit de crédit, etc. Au départ, ça part d'un bon sentiment. La réalité, c'est que c'est inaudible. En même temps, ça prend du temps d'antenne. Donc, on a beaucoup moins d'annonceurs qui vont venir faire la publicité à la radio et ils vont aller sur Internet où ils n'ont pas de contraintes. À la télévision, il y a effectivement un bandeau circulant qui est illisible. Et en affichage, il y a un texte tellement petit qu'objectivement, il est lisible. Et finalement, tout le monde accepte cette application des règles qui est totalement, je dirais,
irréaliste et qui n'apporte pas, qui ne répond pas à la demande au départ légitime du législateur. Il y a des moyens aujourd'hui de renvoyer le consommateur sur d'autres supports, notamment Internet, avec un message court et clair en disant toutes les conditions générales de vente, toutes les informations sur tel site. Donc il y a des réponses aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à avancer. Juste deux choses pour conclure. Sur la radio payante dont on parlait tout à l'heure, moi je serais presque plus optimiste que mon ami. Certes, un abonné sur 5 auditeurs demain, c'est ça, ou sur 10. En fait, il y a une confusion aujourd'hui entre le projet de l'onde numérique sur la radio payante et puis des projets comme Spotify ou Deezer qui sont aussi dans l'univers de la musique, sur un univers très proche. Au départ, Deezer, c'est gratuit et puis après, il faut payer. Donc je crois que les gens vont apprendre à payer pour écouter de la musique. Avant, ils allaient acheter des CD. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Ils ont un abonnement, ils ont de la musique sans limite. Et donc, on est dans ce marché-là. Et ce que je voudrais dire aussi, pour terminer, pour faire le lien avec tous les sujets, c'est qu'aujourd'hui, dans les automobiles aux États-Unis, les gens commencent à écouter la radio par IP. Les modèles les plus récents, avec la 4G qui s'est généralisée aux États-Unis et qui ne fait que démarrer en France, la radio arrive par IP et vous avez des écrans qui sont incroyables, qui ressemblent à des écrans de tablette où vous choisissez votre radio finalement dans le pays que vous voulez, ou vous pouvez dans la voiture être abonné à Deezer aussi. Donc l'écoute de la radio va beaucoup bouger et les perspectives sont à la fois évidemment un peu troublantes comme tout ce qui est digital parce que ça casse tous nos modèles, mais en même temps c'est des opportunités pour nous tous, quelle que soit la catégorie, pour faire des choses localement, nationalement et même demain internationalement. Donc le freemium, allez-y. Dans l'évolution du chiffre d'affaires, il a baissé de 100 millions. C'est-à-dire que j'ai inversé, donc il a baissé de 100 millions, vous l'avez compris, j'ai été confus, pardonnez-moi. Donc freemium en presse, en télé et donc maintenant en radio. Il y a des questions par ici. Voilà, monsieur. Le micro arrive derrière vous. Oui, Mathieu Quetel, vice-président du CIRTI. Je voudrais revenir 2 minutes sur le plafond de concentration, qui est une espèce de fixette des groupes nationaux depuis déjà quelques années. D'ailleurs, c'est assez lié finalement à la RNT parce qu'ils ont été extrêmement moteurs sur le lancement de la RNT. D'ailleurs, nous étions à leur côté au sein du groupe pour la radio numérique, le fameux GRN, qu'ils ont sabordé tout d'un coup pour créer le bureau de la radio qui, lui, du jour au lendemain, n'était plus pour la RNT, mais était pour casser le plafond de concentration. Je voudrais m'adresser au président Schrammeck et aux parlementaires parce que sur le plafond de concentration, nous avons un véritable problème. 1000 fréquences ont été distribuées aux réseaux nationaux avant votre arrivée, Président, au cours des 6 dernières années. C'était pendant le plan que nous avons appelé le plan FM+. Dans le même temps, un grand nombre de ces opérateurs qui ont bénéficié de ces 1000 fréquences se sont vus obtenir également des fréquences en TNT. C'est-à-dire que d'opérateurs, d'éditeurs de radio, ils sont également devenus éditeurs de télévision. En gros, ils ont touché le beurre et l'argent du beurre. Grand bien leur face, aucun souci. Le problème que nous souhaitons soulever par rapport au plafond de concentration, c'est la loi. La loi fixe des seuils, un plafond à ne pas dépasser. Or, ces 1000 fréquences ont été attribuées au cours de ces années sans que nous n'ayons aucune image de la situation réelle des différents groupes au regard de ce plafond. Si bien qu'on ne sait pas aujourd'hui vraiment si ces groupes dépassent ou pas le plafond. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a d'ailleurs publié, il y a à peu près un an, 2 chiffres. C'est vous dire à quel point la visibilité est peu claire. Donc nous pensons que avant tout réaménagement éventuel des plafonds de concentration, nous devons faire un stop et un état des lieux précis sur les outils de mesure de ces plafonds. C'est une condition impérative. Ensuite, et là-dessus, je pense, monsieur le sénateur, que vous pouvez nous aider, parce que le CSA maintenant a des rendez-vous avec vous, notamment sur le plafond de concentration, et vous pouvez aider en tant que représentant du Parlement à faire en sorte que la loi soit bien respectée ou qu'elle soit au moins approchée.
Ensuite, nous avons, nous, au CIRTI, identifié 1000 nouvelles fréquences en analogique. On a bien compris que nos confrères des groupes nationaux, étant donné qu'ils ont eu à peu près tout dans l'analogique et dans la télévision, ils n'ont pas tellement aujourd'hui envie de se lancer dans la radio numérique terrestre. Eh bien, nous en prenons acte. Nous avons identifié 1000 nouvelles fréquences dans l'analogique. Nous, on est très très loin des plafonds de concentration. Donc, nous souhaitons que ces 1000 fréquences, d'abord, fassent l'objet d'un audit sérieux. Nous les avons listées, donc elles sont déjà pré-identifiées. Il suffit simplement de valider ou pas leur existence et ensuite de lancer les appels aux candidatures qui permettront de les attribuer. Nous estimons qu'elles devront être attribuées en priorité aux indépendants de la radio. Enfin, je souhaiterais pointer du doigt un effet pervers de la concentration. Notre ami Kakou est intervenu tout à l'heure pour nous expliquer qu'en quelques années, le chiffre d'affaires de la radio est passé de 840 millions, je crois, à 740 millions. C'est un effet pervers de la concentration. Il y a peu d'offres diversifiées. Il y a aujourd'hui 4 grands acteurs de la publicité en radio. Un 5e a vu le jour grâce aux indés radios, qui a ouvert un petit peu le débat, qui a ouvert un petit peu le marché. Mais ça veut dire que notre marché n'est pas dynamique, que ce que nous proposons aux annonceurs n'est pas suffisamment dynamique. Et là, j'interpelle nos confrères des groupes nationaux en leur disant que c'est notre intérêt à tous que le marché soit dynamique. C'est votre intérêt aussi qu'il y ait un secteur indépendant qui puisse croître, qui puisse se développer à vos côtés, avec vous, parce que nous serons en mesure, collectivement, de proposer au marché des alternatives économiques qui pourront générer plus de chiffre d'affaires. Le système de la concentration, aujourd'hui, a bloqué, voire a organisé la baisse de notre chiffre d'affaires. Merci beaucoup. Alain Veil. Moi j'aime bien, mais je ne voulais pas intervenir là-dessus, mais c'est vrai que le GIE des indépendants ou le CIRTI, je ne sais pas, une partie du CIRTI est toujours prêt pour donner des leçons aux autres, aux associatifs, aux services publics, pour lui dire ce qu'ils devraient faire, aux réseaux nationaux. Mais dans l'actualité récente, les seuls qui ont vendu des fréquences, qui venaient d'obtenir, c'est des radios qui appartiennent au GIE des indépendants. Aucune radio de catégorie E, aucune radio de catégorie C n'a été vendue ces derniers temps. Les seuls qui reçoivent des fréquences à Paris, en catégorie B ou en catégorie E, parce qu'on ne sait plus, parce qu'il y a une mixité. Vous avez des E, vous avez des B, je crois des C aussi. Peut-être des A que vous transformez en B de temps en temps. Les seuls qui achètent, qui obtiennent des fréquences, qui les demandent pour les revendre, c'est certains des membres du GIE. Alors arrêtez de donner des leçons tout le temps aux autres. Nous, on développe nos entreprises normalement, tranquillement. Faites vos affaires, développez vos entreprises, mais arrêtez de donner des leçons toujours aux autres parce que vous n'êtes pas bien placé pour le faire. C'est quoi la question? Moi, il n'y a pas de question qui me dérange, allez-y. Non, pas à titre personnel, j'interpelle le CIRTI ou le GIE, les indépendants qui va bien. Quoi. Je veux dire, les radios B vont bien, elles représentent quoi, 10 millions d'auditeurs. On me dit qu'il n'y a pas de fréquence, elles représentent 10 millions d'auditeurs. Elles sont commercialisées par la première régie d'Europe, TF1, et pas une régie indépendante. Mais vous auriez pu nous commercialiser. Vous auriez pu nous commercialiser. Jean-Ric Valli peut l'expliquer. Comment ça s'est passé? Vous ne l'avez pas fait. Ben non, vous bloquez le marché. Vous êtes 4 opérateurs à bloquer le marché. Vous avez obtenu et vous êtes partagé. Répondez là-dessus peut-être, plutôt que de vous attaquer personnellement à celui qui vous pose une question au nom d'une collectivité. C'est pas du tout à vous que je m'adresse. Si, vous vous adressez à moi, puisque vous faites allusion à Sud Radio. Mais il faut être transparent, il faut dire les choses. Je ne savais pas que vous travailliez pour Sud Radio. Oui, nous avons cédé Sud Radio. Oui, nous y avons été contraints. Et c'est sur la place publique les raisons pour lesquelles nous l'avons fait. Je ne suis pas gêné là-dessus, je n'ai aucun problème. Maintenant, revenons sur le problème de la concentration. Vous avez eu 1000 nouvelles fréquences en FM analogique. Vous avez obtenu des chaînes de TNT nationales. Et aujourd'hui, on voit, M. Kakou lui-même le dit, le chiffre d'affaires du paysage radiophonique est tombé de 100 millions d'euros. Ça pose un problème. Ce problème, il est collectif. Je ne vous agresse pas personnellement. Je dis simplement que c'est un problème collectif. Il faut que nous y répondions. Nous sommes aux assises de la radio. C'est le lieu au cours duquel nous devons débattre de ces sujets. Et c'est pas... Moi, je ne vous agresse pas sur telle ou telle de vos radios, telle ou telle de vos entreprises, la façon avec laquelle vous avez construit votre groupe. J'ai du respect pour ça. Il n'y a pas de problème. Simplement, c'est un problème de notre industrie. Et nous devons collectivement y répondre. C'est le lieu pour le faire. Écoutez,
Bon, on ne va pas faire un débat personnel. Je ne savais pas que vous travailliez pour Sud Radio, mais moi j'ai repris RMC il y a 11 ans, vous avez repris Sud Radio, la démarche était la même. Bon, donc on va pas, il n'y en a pas un qui a fait mieux que l'autre, on a fait différemment. Et voilà. Sur le marché global de la radio, la concentration, bon, elle n'est pas si forte que ça. Il y a quand même de la publicité locale, il y a le GIE des indépendants qui est chez TF1. Un groupe comme RMC est un groupe qui est plus petit que le GIE des indépendants, donc, et qui est totalement indépendant. Il n'y a qu'à sa création qui n'était pas indépendant, RMC. C'était créé par les Allemands pour assurer la propagande dans la moitié sud de la France, mais maintenant c'est vraiment un groupe indépendant. Donc là aussi, on n'a pas de leçon d'indépendance à recevoir. L'équilibre de la radio des différentes catégories existe parfaitement en France. Dans une période difficile, Michel Cacot rappelait que le total des investissements radio a baissé en 10 ans. Bon, c'est lié aussi à la concurrence d'autres médias. Ce n'est pas du tout lié à la spécificité de la position d'une catégorie de radio par rapport aux autres. Et je pense que si c'était différent, je ne pense pas que le secteur de la radio se porterait mieux. Donc je ne partage pas du tout votre analyse. Et je pense que les radios de catégorie B, quand elles sont des vraies radios locales, commerciales, ont tout à fait leur rôle dans le paysage. Elles contribuent à la richesse du paysage. Mais aujourd'hui, elles ne sont pas dans une situation qui serait difficile et ce ne serait pas la seule catégorie qui serait en difficulté quand d'autres catégories se développeraient beaucoup mieux. Les 100 millions de chiffre d'affaires en moins, c'est essentiellement chez les radios nationales, donc ce ne sont pas particulièrement les autres radios qui ont souffert. Et je pense que quand on est chez TF1 dans la première régie d'Europe, c'est qu'on a fait ses choix et on ne peut pas se plaindre d'une forme de concentration dans le secteur de la publicité. Merci beaucoup. Excusez-moi, mais j'ai besoin, s'il vous plaît, Nathalie, j'ai besoin quand même de dire un mot parce que je trouve ça complètement surréaliste parce qu'on a 15% des fréquences, ils en ont 60% à peu près à 4 opérateurs. Donc, oui, non mais j'ai dit au pluriel. Quand on fait la comparaison Sud Radio, RMC, on a Sud Radio qui a obtenu 10 fréquences en 6 ans. RMC en a reçu 104. Donc, à un moment donné, mettons un peu juste de réalisme dans le débat. On s'est organisé avec les indépendants pour résister à un marché local qui était envahi par nos confrères nationaux, qui en prennent aujourd'hui 50%. On s'est développé de cette manière-là. On a su créer justement une force qui nous permet de dialoguer avec la principale régie tout en restant totalement indépendant, parce que l'audience qu'on lui apporte, elle en a besoin dans son plan, et que si elle souhaitait y mettre des mauvaises conditions, nous irions ailleurs. On l'a démontré dans le passé, puisqu'on était chez Lagardère et qu'on est parti chez TF1. On peut aussi, avec ce seuil d'audience, et Alain le sait, se commercialiser tout seul. Donc on n'a pas du tout réduit notre indépendance, mais c'est vrai, on est devenus des concurrents difficiles et sérieux pour nos confrères nationaux. Et à un moment donné, il y avait un point de dialogue, et à un moment donné, il y a eu un point de rupture. Moi, en tout cas, je pense qu'il y a un chemin pour le développement qui est la radio numérique terrestre, qui permettrait d'ouvrir des nouvelles fréquences, de permettre à ces radios indépendantes de s'exprimer réellement sur un bassin de compétition. Et il me semble que c'est ça que nos amis craignent en réalité. Oui, les assises participent de ce chemin de négociation et d'écoute. Oui, je vous en prie, allez-y, monsieur. Oui, donc Didier Maisto, Sud Radio, nouveau propriétaire, donc tout récent propriétaire de Sud Radio, puisque ça a été mis en exergue, je me sens obligé d'apporter quelques précisions et un peu de sérénité peut-être. Bon. Le Conseil d'État a été saisi. Bon, les radios, le syndicat des radios généralistes privées avait fait des recours sur 3 catégories, sur 3 fréquences à Limoges, Clermont-Ferrand et Valence. En catégorie E, une radio locale s'était joint au syndicat. Bon, le Conseil d'État a tranché, le recours n'a pas abouti. Le Conseil d'État et le CSA d'ailleurs ont rappelé avec force que Sud Radio était une radio généraliste à caractère national, s'appuyant sur les cultures du Sud. Point. Je veux dire, le point a été tranché. Le point reste pendant pour l'Île-de-France, où une catégorie où le Sud Radio a été autorisé en catégorie E. Il semblerait, alors je ne veux pas faire injure au Conseil d'État, mais que je vois mal le Conseil d'État rétro-pédaler en termes de jurisprudence, prendre une décision contraire. Et j'ai cru comprendre, mais le président Schramek le dira peut-être, que chaque fois que c'était possible,
Sud Radio obtiendrait des fréquences en catégorie E. Voilà, puisque c'est sa vocation aujourd'hui. Et il me semble qu'on sort comme ça de faux débats. Et effectivement, pour rester dans les biotopes, je crois que ce qui compte, c'est une politique de l'offre et qu'il faut arrêter de voir les choses de manière, même si les fréquences sont limitées, pas toujours être malthusien. Il faut aussi avoir une politique. Monsieur Veil a pu se développer avec RMC parce qu'il a eu une politique éditoriale novatrice, intéressante, etc. Il a piqué des auditeurs à personne. Il a gagné des auditeurs. Et il me semble que cette différence est fondamentale. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment la dernière petite question. Il faut vraiment un micro quand même. Besoin du micro. Juste pour dire aussi sur l'aspect économique que nous sommes face, parce qu'on ne parle pas de nos clients, nous sommes face à un marché d'acheteurs extrêmement concentré. Alors là, il y a la loi Sapin, mais à l'heure actuelle, comme l'offre est supérieure à la demande, nous sommes confrontés à une pression des intermédiaires. Il y en a 4 gros qui font notre chiffre d'affaires. En gros, à 90%, le chiffre d'affaires de la radio, de chacune des radios, est fait par 4 gros acheteurs. Ça aussi, c'est un problème majeur. Point barre, c'est tout. Dernière question, parce que j'avais promis, et puis on arrête là. Oui, ce sera les radios associatives. Je suis José Guérin, vice-président de la CNRAS. Juste dire que vous parlez de concentration, de richesse, de puissance, d'économie, de concurrence loyale et déloyale. Dans notre secteur, on est un peu loin de tout ça. Donc, au même titre qu'il a été dit tout à l'heure qu'il fallait faire une spécificité entre les médias, les grands médias, la télévision et la radio d'un autre côté, je pense qu'il serait bon à un moment donné aussi de veiller à la spécificité des radios associatives dans ce paysage radiophonique. Car nous, on est plus à l'échelle de l'économie sociale et solidaire que dans l'économie dont on parle abondamment ici. Je suis totalement respectueux de cette économie classique, marchande, mais il y a une autre économie. Il y a une économie autrement. Nous, sur nos territoires, on est plus à se projeter sur des pactes territoriaux de coopération économique. On parle de coopération économique pour veiller au développement de notre structure associative qui est acteur de la vie locale, mais aussi acteur du développement local. Et c'est une autre façon, une autre approche de l'économie, assurément. Le fonds de soutien à l'expression radiophonique, il est indispensable. Il ne peut pas y avoir un fonds en diminution avec de plus en plus d'opérateurs et de radios qui viennent solliciter le fonds de l'expression radiophonique. Les collectivités territoriales dans nos pays, en zone rurale comme en zone urbaine, eh bien, les collectivités se désengagent. Il faut le savoir, il n'y a pas que le fonds de soutien qui est en diminution, il y a aussi les collectivités locales, territoriales, départements et régions. Alors, la pluralité demain, eh bien, peut-être qu'elle doit sanctuariser un peu plus les radios associatives dans ce paysage radiophonique qu'on vient de nous décrire sur le plan économique. Très bien.